Maintenant, on passe aux questions-réponses. Je commence avec la première. Tu parles de la pyramide inversée. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? C'est quoi la pyramide inversée chez Toyota? La pyramide inversée sur Toyota repose sur le principe que nous voulons que 100% des members contribuent à la résolution de leurs problèmes. C'est-à-dire que qui est mieux placé qu'un member à l'assemblage, sur un procès d'assemblage, pour mettre en évidence les problèmes qu'il rencontre et puis travailler dessus. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut former les members, donc à travers une approche cercle de qualité, et surtout leur donner du temps pour travailler sur leurs problèmes. C'est pour ça que nous avons décidé d'arrêter la production, 50 minutes toutes les 2 semaines. Et donc, ces 50 minutes sont dédiées à travailler sur les problèmes sur lesquels les members ont décidé de travailler. L'avantage de cette organisation en pyramide inversée, c'est que c'est très motivant pour les members de travailler sur leurs problèmes, et puis ça les développe. Et puis nous, on considère que les members à l'extérieur de l'usine, donc c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui sont compétents. Il faut développer leurs compétences par rapport effectivement aux problèmes qu'on peut avoir à aborder dans une usine de production automobile. Donc c'est motivant pour eux, et puis c'est aussi motivant pour le management qui, au lieu de travailler et de faire les pompiers à longueur de temps pour régler des problèmes qu'ils connaissent pas obligatoirement bien, parce qu'ils connaissent pas obligatoirement bien les process de fabrication, peut travailler sur le développement de l'entreprise, sur comment on continue à accroître le chiffre d'affaires, comment on va savoir faire des facelifts, etc., etc. Travailler sur les plans de développement et tout ça. Donc voilà, globalement, la pyramide inversée, ça permet d'avoir une organisation qui est vraiment motivante, à la fois pour les members, mais aussi pour le management. Eh bien, merci Reynald. Pour ceux qui veulent une version plus longue encore une explication de la pyramide inversée, Reynald a animé un webinaire exactement sur ce sujet-là, que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube en replay. C'est un sujet que nous adorons absolument, parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à progresser aussi vite et aller aussi loin. C'est qu'il y a 5000 cerveaux qui contribuent. C'est pas juste quelques personnes qui font l'amélioration continue, c'est tout le monde. Une autre question, tu as mentionné quand tu parlais de manager différemment que vous développiez les 10 compétences des managers. Tu peux en dire plus? Une des compétences, ça va être par exemple savoir créer une vision, définir une vision pour son scope de responsabilité. Par exemple, si je suis manager à l'assemblage ou manager à l'emboutissage ou manager en carrosserie, c'est quoi ma vision dans mon atelier dans 3 ans? C'est une des compétences. Une autre des compétences, ça va être de savoir aller sur le terrain et puis lorsqu'il y a un problème, savoir recueillir des données, savoir exploiter ces données et puis savoir travailler dessus et puis développer le 5 pourquoi avec ses équipes. On va travailler aussi sur la persévérance, on va travailler sur des compétences d'allocation de ressources, etc., etc. La persévérance, par exemple, lorsqu'on s'attaque à un problème, de continuer d'aller jusqu'au bout, même s'il y a des difficultés, même si quelquefois on doit faire machine arrière, mais on met ce qu'on appelle, on met un containment, on va mettre une butée, et puis on reprendra le problème et on va faire un plan de réflexion sur les difficultés qu'on a rencontrées. Donc voilà, ça c'est une des compétences importantes qu'on développe chez les managers, c'est cette compétence de persévérer. Voilà, à peu près ce que je peux dire sur les compétences manager. Une autre question. Tout à l'heure, Reynald a évoqué qu'il faut être différent avec ses partenaires et fournisseurs. Comment faire si notre site représente une part minime dans le chiffre d'affaires de ce fournisseur? Je rappelle que il y a un webinaire dédié au développement du partenariat avec les fournisseurs. Je vais laisser Reynald répondre quand même. C'est une très bonne question. Et avant qu'il le redise, je me permets de le dire, moi, de l'extérieur, qui ai vu naître l'usine Toyota de Honin. Quand ils sont arrivés, ils étaient tout petits aussi et personne n'y croyait. Donc, ils n'étaient pas très crédibles. Ils n'étaient pas comme aujourd'hui où tout le monde a envie de travailler avec eux. Quand ils sont arrivés, ils étaient tout petits. Ils n'avaient pas un gros chiffre d'affaires. Je laisse Reynald répondre. Philippe, tu as entièrement raison. Voilà, au départ, nous, on annonçait 150 000 véhicules. Donc, 150 000 véhicules, c'était pas mal. Mais c'était pas non plus quelque chose qui permettait de jouer les gros bras. Par contre, notre approche, elle a été dès le départ. C'est-à-dire que même avant qu'on commence à produire, moi, je suis directeur de la qualité. La première réunion que j'ai eue avec les fournisseurs, je leur ai dit, écoutez, on va travailler ensemble. Et puis on va construire ensemble et vous allez me proposer donc un plan d'amélioration de votre qualité. Il m'a dit mais on produit pas encore pour vous. J'ai dit oui mais vous produisez pour d'autres. Donc moi ce qui m'intéresse c'est comment vous pouvez dès maintenant améliorer votre qualité. Et puis donc on va construire ensemble un plan ce que j'ai appelé le plan 0 ppm. Je veux dire, on va pas dépenser de l'énergie pour
pour faire un plan qui nous permettra par exemple d'atteindre 100 ou 50 ppm. Non, travaillons ensemble pour atteindre le 0 ppm. Voilà. Alors une fois que j'ai dit ça, donc il y a des fournisseurs qui même à 150 000 véhicules, ça les intéressait de travailler avec nous. Mais de toute façon, on a travaillé avec tous les fournisseurs et tous les fournisseurs nous ont donné ce plan d'amélioration de leur qualité. Et pour répondre un peu plus précisément à la question, même des fournisseurs pour lesquels on représentait pas grand-chose. Quand j'étais voir ArcelorMittal, dont on parle beaucoup en ce moment, pour leur dire, ben voilà, donc on va construire ensemble un plan d'amélioration de la qualité. Ou quand j'étais voir Dupont, Nemours, pareil, donc les volumes n'étaient pas très importants, 150 000 véhicules, c'est pas grand-chose, mais on n'a pas lâché. Et puis on n'est pas venu les mains vides, on est venu aussi avec une méthodologie, en leur expliquant, voilà, quelque part que c'était un contrat gagnant-gagnant. Est-ce qu'ils allaient apprendre avec nous, ils pourraient aussi l'utiliser pour d'autres. Et puis que tout ça, ça leur permettrait d'améliorer leur efficacité donc industrielle, donc leurs coûts, et etc., quoi. Donc voilà, c'est pas facile, mais il faut être convaincant, faut pas lâcher. De toute façon, nous, on n'avait qu'un seul objectif, c'est d'être une entreprise différente. Ça veut dire que il faut aussi embarquer différemment l'ensemble des partenaires, que ce soit des petits, que ce soit des gros. L'histoire nous a donné raison, parce qu'on est passé de 150 000 véhicules à 300 000 par an maintenant. Et puis, un des points importants chez Toyota, c'est qu'on respecte toujours les engagements qu'on prend. C'est-à-dire que si on dit on va fabriquer 300 000 véhicules cette année, on va effectivement fabriquer 300 000 véhicules. Parce que un des avantages aussi, c'est qu'on a une vision à long terme de notre plan de production, qui a au moins une vision à plus de 3 ans. Voilà. Un sujet très important, je sais qu'il tient à cœur beaucoup Reynald et moi-même. Ce qui est fascinant pour moi dans l'histoire de Honin, c'est que ça vous permet de juger combien de temps ça prend pour faire tel ou tel ingrédient, telle ou telle composante du Lean ou du Toyota Way. Vous le savez certainement, beaucoup des éléments qu'ils pratiquent aujourd'hui, ils le pratiquent depuis des décennies. Donc vous allez vous dire, oh là, mais s'il me faut 30 ans avant d'arriver à tel ou tel résultat, je vais être découragé avant même de démarrer. Moi, ce que je trouve très intéressant dans le cas de Honin, c'est que ça leur a pris moins de 10 ans pour arriver à une base de fournisseurs à peu près totalement fiable. Ils ont eu quelques discussions houleuses dans les premières années avec certains, ils ont dû changer quelques fournisseurs clés, mais une fois qu'ils ont trouvé en moins de 10 ans un panel de fournisseurs, ils y sont restés totalement fidèles depuis. Et voilà, donc ça ne prend que entre 5 et 10 ans, ça ne prend pas 30 ans. Hein. De se trouver des partenaires au niveau de ses fournisseurs, etc. C'est très important car pour Toyota, le chiffre est confidentiel, mais à peu près 2/3 de la valeur, voire plus, est produit par les fournisseurs et pas par Toyota eux-mêmes. Donc clairement, pour faire une petite voiture à faible marge dans les conditions qu'ils le font, c'est pas seulement l'usine de Honin qui est une performance extraordinaire, c'est tous les 200 fournisseurs clés qui contribuent à cet exploit. Hein. Donc, j'insiste, c'est très important. On arrive à faire des petites voitures pas chères en France avec des pas que Toyota, mais tous leurs fournisseurs. Il faut s'y atteler et ça vous prendra quelques années, soit, mais pas quelques décennies. Regardez le webinaire dédié à ce sujet si vous souhaitez en savoir plus. Une autre question, Reynald. Cela veut dire quoi ne pas se reposer sur le confort de l'efficacité que tu mentionnes à un moment donné dans ta conclusion, je crois. C'est l'idée de pas s'endormir sur ses lauriers. Oui, tout à fait, parce que de toute façon, à l'automobile plus particulièrement, mais donc les concurrents, ça arrive de partout. Actuellement, on voit bien les concurrents chinois qui débarquent sur le marché, etc. Ça veut dire que donc pas se reposer ses lauriers, c'est-à-dire que c'est le principe d'amélioration continue, c'est-à-dire que le chemin il est sans fin, c'est-à-dire qu'on peut toujours améliorer, et l'efficacité elle est jamais optimisée, c'est-à-dire qu'il y a toujours des marches d'amélioration dans tous les domaines, hein, que ce soit la sécurité, la qualité, la production, l'organisation, le développement du personnel. À partir de 2014, on a commencé à préparer la 4e génération d'Yaris. Et 2014-2017, on s'est assuré qu'on était bien clair au niveau de nos fondations, qu'on était dans les basiques de Toyota. Encore une fois, ces basiques que j'explique longuement pendant la formation. Et puis après, on a aussi de regarder comment on peut être encore plus efficace. On fait du benchmark, on va voir les autres usines, on regarde... alors on a la chance chez Toyota, c'est que quand même... et ça c'est un des principes, c'est que chaque usine est toujours dans une démarche d'amélioration continue, donc il se passe toujours il y a toujours une usine qui a fait quelque chose de mieux encore que les autres usines. Donc on va voir, et voilà, et l'efficacité, et l'amélioration continue de l'efficacité, c'est ça, c'est de se remettre toujours en question, de toujours se dire...
on peut toujours faire mieux. C'est une des valeurs de la Toyota, oui, c'est le challenge, ok, t'as fait ça, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de mieux, quoi? Je crois, moi, qu'il y a eu la chance de travailler avec beaucoup d'entreprises qui sont déjà les meilleures dans leur business, que ce soit de luxe, de l'aéronautique ou ici de l'automobile. C'est une des constantes qu'on voit dans toutes les meilleures entreprises du monde. Ils sont absolument pas du tout satisfaits de leur performance. Et ils sont vraiment tout à fait, ils sont là, ah là là, j'ai eu un problème, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Ils sont déjà les meilleurs du monde. Ils se poussent sans cesse en avant et ils trouvent qu'ils sont pas bons, quoi. Même si ils sont aussi les meilleurs. Une autre question. À titre d'illustration, quel est le ratio d'emploi indirect et direct sur le site de TMMF? On est souvent challengé pour réduire nos indirects, parfois difficile de travailler avec nos fournisseurs et toutes les autres fonctions support dans ce contexte. Et n'oublie pas de dire qu'il n'y a pas de fonction méthode. Oui, il n'y a pas de fonction méthode, puisque c'est, comme je l'ai dit dans ma présentation, c'est les groupes leaders qui assurent cette fonction méthode, puisque c'est eux qui sont aussi en charge derrière du résultat des process. Depuis le démarrage de TMMF, il y a un chiffre basique, c'est 300 indirects, quoi. Donc même si la production augmente, même si on a des projets à développer, etc., on reste avec un niveau d'indirect qui est celui à peu près de départ, donc 300, peut-être un petit peu plus aujourd'hui, mais c'est pour 5000 personnes, voilà. Et au départ, on était 2000 personnes. Mais on a beaucoup travaillé. Par exemple, lorsqu'on passe avec des fournisseurs qui ont un niveau de PPM de 600 à un niveau de PPM de 10, bah, ça veut dire qu'il y a des ressources indirectes qu'on n'a plus besoin de consacrer à la gestion des fournisseurs et qu'on va pouvoir utiliser pour faire autre chose. Lorsque l'on développe des projets, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des transferts de direct en indirect. Donc il y a des groupes leaders par exemple qui sont détachés pour aller travailler sur les projets pendant une certaine période. Alors ils sont pas ils sont en indirect projet, mais lorsque le projet est terminé, bah, ils reviennent donc en direct. Donc ça nous permet de les tester, ça permet d'avoir une banque de potentiels futurs spécialistes à travers toute cette démarche là. Mais globalement aujourd'hui, pour répondre à la question, on a un chiffre de départ qui n'a pas évolué pendant les 25 ans. Et tout ça, c'est aussi lié au fait que bah, pour être rentable, quoi. Donc si on veut maîtriser nos coûts, il faut surtout pas exploser le nombre d'indirects. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher des idées, utiliser des directs pendant une certaine période pour faire remplir des missions d'indirects, mais globalement donc rester stable sur les indirects, pardon. Merci. Donc, des chiffres, pour quels que soient vos benchmarks, qui sont assez étonnants. Hein. Donc, pour 5000 personnes, seulement 300 indirects. Notez quand même que, en plus de là, c'est Toyota Onin, Toyota TMMF, ils sont assistés par, pas beaucoup, mais de temps en temps par des effectifs au niveau européen, voire depuis le Japon. Et puis, bien sûr, c'est une usine qui ne développe pas de nouveaux véhicules. Il décline les conceptions véhicules pour la France, il l'industrialise, etc. Mais il n'y a pas toute la partie recherche et développement, bien sûr, dans les effectifs de voilà, donc c'est un peu trompeur pour cette raison. Mais c'est sûr que leurs ratios sont étonnants. Ils ont rendu flou la barrière qu'il y a entre un direct et un indirect, puisqu'il y a beaucoup de directs qui font de l'amélioration continue ou autres actions de développement. Regardez les autres vidéos, mais les personnes qui sont des directs de production vont contribuer au lancement d'un nouveau véhicule, par exemple. Très bien. Merci beaucoup de votre participation à tous. Il y a encore quelques questions. Je suis désolé, on va pas pouvoir y répondre. Mais merci de votre intérêt pour tout ça. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.